a vu à quel point la chaleur était bénéfique pour le corps et la tête, grâce à vous, Abigail, il est temps de passer à l'assiette, parce qu'on pense souvent que manger cru, c'est mieux. Mais si la chaleur pouvait parfois rendre les aliments encore plus bénéfiques, la chaleur en cuisine a des vertus qu'on ne soupçonne pas. Et la nutritionniste Coralie Costi nous explique tout de suite comment en tirer le meilleur pour notre santé et notre bien-être. Bonjour Coralie Costi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, je le disais, vous êtes diététicienne nutritionniste, vous venez de publier aux éditions Larousse Mes petits déj sains et protéinés. Et ma première question, c'est est-ce que notre digestion préfère vraiment le chaud? Parce que moi, j'ai toujours cru qu'il fallait manger cru, l'aliment brut. Alors, les aliments bruts, mais un petit peu cuisinés quand même. Notre système digestif va mobiliser beaucoup d'énergie pour la digestion, pour le processus de digestion, notamment pour les enzymes. Et donc, on va manger à une température la plus proche possible de notre température corporelle. Attendez que je comprenne bien, en fait, plus on mange froid, plus on doit créer d'enzymes pour métaboliser, c'est ça? Non, alors plus on doit réguler la température corporelle. D'accord. Le froid est un stress pour le corps qui doit ajuster la température, qui doit donc faire remonter la température pour optimiser la digestion. C'est pour ça que dans le désert, notamment, on ne boit pas forcément très froid. C'est pour ça qu'en été, il est déconseillé de boire trop froid, mais plutôt tiède ou à température. Température eau ambiante, quand on a très chaud, il vaut mieux ne pas aller mettre son eau dans le frigidaire. Et c'est quoi la température idéale alors d'un aliment? C'est proche de la température corporelle, donc c'est autour de 37. Après, il y a des enzymes comme la lactase, qui est célèbre pour d'autres raisons, qui vont être efficaces entre 20 et 40 degrés à peu près. D'accord. C'est quoi la lactase? La lactase, c'est l'enzyme qui permet de digérer le fameux lactose, on en manque un peu, non, de des lactase. produits laitiers. Alors, à l'âge adulte, il arrive qu'on cesse d'en produire. Ça dépend des adultes. C'est une forme de mutation. Et souvent, quand on s'est arrêté de consommer du lait à l'adolescence, on produit moins de lactase. C'est-à-dire que plus on consomme de lactose, plus on va produire de lactase. Et si on recommence à consommer du lactose, on reproduit de la lactase, même à l'âge adulte? Alors, progressivement. D'accord. Oui, c'est fort possible. On ne sait jamais, parce que comme je digère mal mes raclettes, j'en profite pour vous poser des petites questions. Il y a très peu de lactose dans le fromage. Il y a très peu de lactose dans le fromage. Bisous, bisous, trop contente. Coralie, dans cette émission, le public profite du savoir de nos experts, forcément, et il profite aussi de leur présence pour poser des questions. Sarah, je crois qu'il y a quelqu'un qui a envie de poser une question à notre experte du jour. C'est ça, c'est Mickaël. Oui, bonjour. Alors, moi, j'adore manger cru, mais j'ai souvent l'impression d'avoir encore faim quand j'ai terminé. Alors, pourquoi un plat cru donne l'impression de moins rassasier qu'un plat chaud? Alors, très souvent, parce qu'un plat cru, c'est un plat qu'on a moins travaillé, moins cuisiné. Si vous mangez des carottes râpées, vous allez avoir peut-être votre petite vinaigrette, mais vous n'allez pas avoir travaillé l'aliment. Or, la cuisson produit ce qui s'appelle une réaction de Maillard, qui va développer des composés aromatiques. Si vous aimez une bonne entrecôte bien grillée sur le barbecue, vous allez voir que rien que l'odeur, déjà, ça vous met l'eau à la bouche. Et aussi parce que le cru, notamment, va prendre beaucoup de volume dans l'assiette. Par exemple, vous allez cuire des épinards, vous allez avoir énormément de volume au départ, ou des champignons, et ça va bien réduire. Ce qui fait que quand vous mangez cru, vous mangez beaucoup en volume. Donc vous avez une sensation de rassasiement immédiat, mais un petit peu moins prolongée. C'est bizarre, Arnaud, je vous sens... vous me faites votre regard numéro 23, qui est celui de « je veux participer à ce débat de cru ou cuit ». Ouais, je le sens, c'est l'heure de la happy thérapie. Donc Coralie, vous savez, ici, dans cette émission, on aime jouer à des jeux. Et je vais avoir besoin de vous. Et je pense que vous allez être tous ravis dans le public au moment où vous allez être au fourneau ce soir. C'est-à-dire qu'on va voir, je vais vous donner certains aliments et vous allez nous dire si c'est bon, cru ou cuit. OK. Alors, on va commencer d'après vous, le public. La tomate. Cru. Oula, il y a un gros cru. Moi, je dirais cuit, moi. C'est plutôt cuit, parce que la tomate contient ce qui s'appelle du lycopène, qui est un puissant antioxydant, et qui est plus biodisponible, donc qui est mieux assimilé par notre corps lorsqu'on le cuit. Donc s'il y a des amatrices et des amateurs de sauce tomate mijotée, n'hésitez pas. Cela dit, en saison, avec un petit peu de mozzarella, pourquoi pas. Oui, il y a quand même des vertus à la tomate crue. Il y a quand même des vertus à la tomate crue, à condition que ce soit de saison. Vraiment, c'est important. Idéalement bio si vous mangez la peau. Et puis si vous prenez un coup de soleil, vous coupez une tomate crue en deux, vous la frottez dessus. Ah bon? C'est radical. Mais non. Oui, c'est une recette de grand-mère apprise en Corse. Je pense à notre ami qui... Je connaissais l'aloe vera, mais il n'y en a pas beaucoup dans nos contrées. Mais alors, la tomate, on en a pas mal. C'est super. On va faire ça. Très bonne recette de grand-mère. Trop bien. Arnaud? La carotte.
Crue, cuite? Cuite. Cru, je Cuite. dirais. Moins de sucre, non? Ah, le sujet du sucre. Alors, la cuisson va augmenter l'index glycémique de la carotte, mais en soi, il n'y a pas assez de glucides dans la carotte pour D'accord. que ce soit problématique. La réponse, c'est plutôt cuite. Cuite à basse vapeur douce, pas de cuisson trop forte pour libérer le bêta-carotène. En revanche, si vous cherchez de la vitamine C, on va plutôt la consommer crue. D'accord, mais donc si j'ai bien compris, en fait, alors peut-être pas pour tout, on va attendre de voir les autres questions d'Arnaud, mais le fait de cuire, c'est ça qui libère les bienfaits quelque part. Moi, on a l'impression de l'inverse, on a l'impression qu'on va tuer toutes les vitamines, tous les minéraux en cuisant. Ça dépend de la cuisson, ça dépend de la température et ça dépend de ce qu'on cherche à préserver. Si on cherche de la vitamine C, par exemple, on va éviter de cuire notre aliment. Mais si on cherche du bêta-carotène, on va ajouter un peu de matière grasse pour bien l'assimiler parce que c'est liposoluble et on va plutôt cuire l'aliment. On a un nouveau mot dans le public, c'est cruit. Parce qu'il y en a qui ne savent pas si c'est autant des cruits qui arrivent. Alors, celui-là, on l'aime beaucoup. Il revient vachement à la mode. En salade ou en smoothie. Cru, cuit. Cuit. Bah maintenant on a compris, c'est cuit à chaque fois, elle dit cuit. Dites cuit, parce qu'elle dit cuit à chaque fois. Oui, alors cuit. Alors, c'est plutôt cuit aussi. Je vous l'avais dit, les gars. Notamment si vous avez des problèmes d'absorption de fer, de calcium, ou si vous avez des calculs, parce qu'on va inhiber les oxalates, qui sont des petits composés. Et donc voilà, plutôt cuit. Donc décomposer les oxalates, c'est pas hyper bon. Alors, c'est pas hyper bon. Ça va empêcher l'assimilation, réduire en tout cas l'assimilation du calcium et du fer. Néanmoins, si vous cherchez du volume dans l'assiette et de la vitamine C, on va plutôt les consommer, crus. On va plutôt les consommer crus, bien lavés. Et alors la dernière, celle-là évidemment, je vous déconseille de croquer dedans crue. Mais la question avec la pomme de terre, c'est quelle est la cuisson? Alors, on va éviter, ou plutôt limiter, parce qu'on n'évite rien spécialement, on va limiter la friture. C'est-à-dire qu'on va éviter de les cuire à trop haute température, parce qu'à partir d'un certain degré, on va libérer ce qui s'appelle des acrylamides. Donc, les frites, de temps en temps, avec notre fameuse entrecôte, mais plutôt cuites vapeur ou four à 180 degrés. Et si on les refroidit, ça va réduire l'index glycémique. Donc, ça peut être intéressant si on recherche à le réduire. Vous avez vu, Agathe, j'ai pas écrit pomme de terre. Je voulais pas prendre de risque. Oui, maintenant il prend plus le risque, c'est bien. Alors, Coralie Costi, on a parlé des modes de cuisson pour préserver les vitamines, les bonnes choses pour nous, etc. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle matière de conduction on utilise. Regardez, là, j'ai 3 poêles. J'en ai une en téflon, une en inox et l'autre, elle est en je sais pas quoi, en céramique. Voilà, on aurait pu prendre de la fonte aussi. Je suis pas assez musclée pour la fonte. C'est lourd, la fonte, mais c'était intéressant. Qu'est-ce que vous conseillez? Alors, ce que je conseille, si on débute en cuisine et qu'on veut pas trop se prendre la tête, on va prendre une poêle en téflon, mais plutôt récente, et on va y faire attention pour qu'il n'y ait pas de micro-rayures qui pourraient libérer. C'est-à-dire qu'on ne prend pas la fourchette pour tourner on évite les ça, aliments. on évite les éponges, on évite de laisser sa sauce trop longtemps sécher dans la poêle et donc de la laver avec des éponges abrasives. On limite le lave-vaisselle. Et tant que votre poêle est en bon état, et qu'il n'y a pas de micro-fissures, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de migration de particules. Ici, on va appeler ça un revêtement céramique, mais ce n'est pas vraiment de la céramique. En réalité, c'est du téflon qui a été recouvert. Et c'est juste... Ils nous ont menti. C'est esthétique, voilà, c'est anti-adhésif aussi. C'est pas hyper résistant. On va prendre un peu les mêmes précautions pour le téflon et c'est souvent plus cher. Et c'est souvent moins efficace. Ma préférée... À dégager. Vous l'aurez compris, ma préférée des 3... C'est l'inox. Mais ça colle l'inox. Ouais, c'est ça qui est dur. Oui, alors ça accroche l'inox, sauf si on a la technique magique, ou plutôt chimique, de la goutte d'eau. Voilà. Qui je vois là? C'est-à-dire qu'on va mettre sa poêle à chauffer sans rien dedans. On va attendre 2-3 minutes. On va prendre un petit peu d'eau du bout de ses doigts, ou comme ça. On attend 2-3 minutes? Ouais. On attend que ce soit bien chaud et on va jeter de l'eau dans la poêle. Si vous avez tout de suite un voile de vapeur, c'est que c'est pas assez chaud. En revanche, et c'est marrant à faire avec ses enfants, enfin pas sans surveillance, vous mettez de l'eau dans la poêle et ça va faire des petites billes d'eau qui vont rouler. Ça veut dire que votre poêle est assez chaude, qu'elle est prête et que vous pouvez ajouter votre matière grasse. Et là, normalement, ça colle plus. Donc on peut faire des crêpes dans des poêles en inox parce que moi, à chaque fois, c'est foiré. Ouais, alors...
Attention, là j'ai dit quelque chose qui, c'est la limite, je le sens. Alors, les crêpes, c'est ma limite. Non, on peut, mais à condition d'avoir quand même une certaine maîtrise de son outil de cuisson. J'en ai Au-delà un. voilà. J'en ai, mais depuis que j'en ai, je cuisine moins bien. Il faut quand même le dire, je n'y arrive pas. Merci Corélie Costi pour vos précieux conseils.